Arrête de vouloir comprendre les autres. Ce n'est pas de l'empathie, c'est une distraction. Chaque minute que tu passes à déchiffrer leurs intentions, à deviner leurs blessures, à anticiper leurs réactions, c'est une minute où tu renonces à ton propre pouvoir. Machiavel ne perdait pas son temps à sonder les âmes. Il les observait, il les utilisait, mais il ne cherchait pas à les comprendre. Parce que comprendre les autres, c'est encore leur accorder une forme de domination sur ton esprit. Tu n'as pas besoin de tout expliquer, ni de tout excuser. Tu dois apprendre à regarder sans absorber, à écouter sans absorber, à exister sans t'excuser. La vérité, c'est que ta liberté commence là où tu décides d'arrêter cette obsession invisible de plaire, de t'adapter, de tout rationaliser. C'est le début d'un règne intérieur. Celui qui cesse de chercher à comprendre les autres commence enfin à se gouverner lui-même. Le monde moderne glorifie l'hyper-empathie, l'écoute, la compréhension de l'autre comme des vertus suprêmes. Pourtant, dans les arcanes de l'histoire, cette obsession n'existait pas. Dans la pensée de Machiavel, comme chez les stoïciens ou les cyniques antiques, comprendre l'autre n'était pas une priorité, mais un piège. Sénèque prônait la maîtrise de soi, non la lecture des âmes étrangères. Machiavel, lui, voyait dans la psychologie humaine une matière à manœuvrer, pas un mystère à élucider. Comprendre, c'était s'exposer, se disperser, perdre sa position. Cette connaissance a été effacée, remplacée par une morale de transparence affective. Mais derrière cette façade bienveillante, l'homme moderne souffre. Il cherche des clés dans des esprits qui ne veulent pas s'ouvrir. Il veut aimer en comprenant, mais il s'égare en s'épuisant. Ce que la philosophie ancienne savait, c'est que comprendre l'autre n'est pas toujours sage. Parfois, c'est se condamner à l'impuissance. Tu ne peux pas devenir souverain si tu continues à ouvrir ton esprit à chaque émotion étrangère. Il y a un seuil que tu dois franchir, celui du détachement volontaire. Non pas l'indifférence naïve, mais la froideur stratégique. Celle qui ne nie pas l'humanité, mais qui refuse l'exposition. Dans ce monde saturé de signaux émotionnels, la survie du mental passe par un choix. Verrouiller certaines portes pour mieux régner sur ton espace intérieur. C'est ici que commence l'intelligence machiavélienne. La première froideur stratégique, c'est de renoncer à comprendre ce que l'autre ne veut pas dévoiler. Tu perds ton énergie à interpréter les silences, à décoder les non-dits, à chercher une vérité dans les fragments d'un esprit qui ne t'appartient pas. Mais tu ignores une chose essentielle. La plupart des gens ne veulent pas être compris. Ils veulent être crus. Comprendre réellement quelqu'un, c'est menacer l'image qu'il construit. C'est violer son théâtre intérieur. Et cette violation déclenche deux réactions, la fuite ou l'agression. Si tu veux te libérer, tu dois renoncer à cette illusion noble de vouloir comprendre les autres à tout prix. C'est un piège tendu par ton besoin d'être utile, d'être connecté, d'être bon. Mais le stratège ne cherche pas à comprendre pour aimer. Il observe pour anticiper. Il analyse pour se protéger. Il ne pénètre pas l'intimité psychique de l'autre par curiosité, mais pour éviter d'y être absorbé. Dès que tu sens que tu veux comprendre quelqu'un qui reste opaque, arrête-toi. Ce n'est pas un mystère, c'est un mur. L'autre se cache parce qu'il le veut, pas parce que tu n'as pas assez creusé. Ta tâche n'est pas de casser les murs émotionnels, c'est de ne pas y laisser ta lucidité. Comprendre les autres est un luxe que seuls ceux qui sont déjà libres peuvent s'offrir. Mais tant que tu es encore vulnérable, cherche plutôt à comprendre pourquoi tu veux comprendre. Tu découvriras que ce besoin est souvent un masque pour ton insécurité, ton besoin de contrôle, ton angoisse d'être rejeté. La froideur stratégique commence ici, reconnaître que la compréhension totale est un mirage, et que le silence de l'autre est parfois plus vrai que ses explications. Cesse de lire les cœurs, lisse les dynamiques. Ne cherche pas la sincérité, cherche le mouvement, car ceux qui veulent être compris sont rares, mais ceux qui veulent te manipuler sont nombreux. Et le seul rempart contre cette manipulation, c'est ta capacité à ne pas t'y intéresser. La deuxième froideur stratégique, c'est de ne plus expliquer ton comportement à ceux qui n'entendent que leur version. Tu as passé des années à justifier tes choix, à corriger les malentendus, à vouloir t'expliquer quand quelqu'un t'interprétait mal. Mais tu as oublié une chose.
Expliquer, c'est quémander une validation. Et plus tu t'expliques, plus tu descends. Celui qui se justifie est déjà en position inférieure. Machiavel l'a compris depuis longtemps. L'image est plus forte que la parole. Ce que tu projettes compte plus que ce que tu expliques. Et ceux qui veulent mal te voir trouveront toujours une raison de le faire. Tu ne peux pas gagner en t'expliquant. Tu gagnes en imposant une forme. Tu perds ton autorité à chaque fois que tu ouvres ton cœur devant quelqu'un qui t'a déjà enfermé dans un jugement. La froideur stratégique, ici, consiste à ne plus répondre, à ne plus te défendre, à ne plus chercher à corriger leur perception. Tu n'es pas responsable de ce que les autres pensent de toi. Tu es responsable de ce que tu permets. Tant que tu cherches à convaincre l'autre de ta bonne foi, tu es encore dans sa main. Il te tient par le regard qu'il pose sur toi. Tu veux sortir de cette prison? Ferme la bouche. Laisse-le croire ce qu'il veut et regarde où cela mène. Celui qui ne s'explique plus devient une énigme. Et l'énigme domine. C'est une règle cruelle mais implacable. Les hommes respectent ce qu'ils ne comprennent pas totalement. Ils méprisent ce qui se rend trop accessible. Tu n'as rien à prouver. Et surtout pas à ceux qui t'ont déjà mal jugé. Garde ton énergie. Cultive le silence. Laisse ton absence parler. La froideur stratégique est un retrait hautain, lucide, souverain. Et dans ce retrait, tu deviens une présence plus forte que n'importe quelle explication. La troisième froideur stratégique, c'est de couper toute tentative de réparation affective avec ceux qui t'ont blessé sans remords. L'esprit naïf croit qu'un dialogue peut tout résoudre. Mais le stratège sait que certaines blessures ne viennent pas d'un accident, mais d'un choix. Quand quelqu'un te blesse volontairement, ou pire, quand il le fait sans jamais chercher à réparer, il t'envoie un message silencieux. Tu ne vaux pas assez pour que je corrige ce que j'ai cassé. Et toi, tu restes là, à vouloir comprendre pourquoi, à chercher une explication, à creuser dans le passé commun, comme si la vérité s'y cachait. Mais il n'y a pas de vérité dans le passé. Il y a des actes. Et les actes disent tout. Si l'autre ne revient pas, ne s'excuse pas, ne montre aucun mouvement vers la réparation, c'est qu'il n'en voit pas la nécessité. Toi, tu appelles ça de la froideur. Mais en réalité, c'est un choix de domination. L'indifférence est un moyen de te placer en dessous. Tant que tu cours après un pardon non formulé, tu renforces cette hiérarchie invisible. La froideur stratégique, ici, c'est de ne plus attendre de signes, de ne plus chercher à comprendre pourquoi il ou elle agit ainsi. Tu dois rompre l'illusion que le dialogue est toujours possible. Il ne l'est pas. Certaines relations meurent non par faute de mots, mais par excès de lucidité. Et cette lucidité, tu dois l'accepter sans amertume. Quand quelqu'un te montre par ses silences qu'il ne tient pas à réparer, crois-le. Et ferme la porte. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la préservation. Et dans ce renoncement glacé, tu retrouves ta dignité. Car le pouvoir de couper est souvent plus fort que celui de relier. Et celui qui ose se retirer sans bruit devient intouchable. La quatrième froideur stratégique, c'est d'observer sans intervenir. Tu as grandi dans un monde qui t'a appris à réagir vite, à parler dès que tu vois une injustice, à te positionner à chaque tension. Mais cette réactivité te ruine. Elle t'expose, t'use, te disperse. L'un des pouvoirs les plus redoutables de l'esprit souverain, c'est la capacité d'observer sans participer, voir sans s'impliquer, entendre sans réagir. Machiavel savait que celui qui ne se précipite pas devient dangereux, parce qu'il échappe au piège du rythme imposé par les autres. Tu veux contrôler une pièce? Ne parle pas en premier. Tu veux comprendre une dynamique? Ne prends pas parti tout de suite. La froideur stratégique, ici, c'est de ralentir ton feu intérieur. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est une forme de patience guerrière. Un recul qui te rend opaque. Et cette opacité fait peur, parce que les gens ne savent plus ce que tu penses. Et quand ils ne savent plus, ils révèlent plus. Tu deviens un miroir silencieux. Et dans ce miroir, ils finissent par se dévoiler malgré eux. Celui qui observe sans parler a déjà une longueur d'avance. Celui qui ne répond pas immédiatement gagne du terrain. Dans ce monde de réactivité, la retenue est une arme, et ta froideur devient une barrière invisible qui protège ton énergie. Apprends à rester dans ton axe. Ne réagis pas à tout,
car celui qui réagit à tout finit par ne plus exister pour lui-même. La 5e froideur stratégique, c'est de garder tes projets dans l'ombre tant qu'ils ne sont pas accomplis. Tu veux souvent partager tes idées, tes envies, tes visions avec ceux que tu crois bienveillants. Mais chaque fois que tu exposes ton plan, tu invites les projections des autres dans ton espace, leurs doutes, leurs critiques, leurs jalousies voilées, et parfois même leurs blocages mentaux déguisés en conseils. Tu crois que tu t'entoures, mais en réalité, tu dilues ton feu. Celui qui veut vraiment bâtir quelque chose de fort apprend à travailler dans le secret. Machiavel l'aurait dit ainsi, un projet exposé est déjà affaibli. Il devient vulnérable à l'opinion, aux attaques, aux regards. La froideur stratégique, ici, c'est de créer dans le silence, de bâtir dans l'obscurité, de protéger ton feu créateur jusqu'au dernier moment. Ce n'est pas de la méfiance excessive, c'est de la lucidité, car le monde n'applaudit pas les idées, il applaudit les résultats, et parfois, même les résultats dérangent. Alors imagine ce que tes intentions à peine nées peuvent susciter. Garde ton empire en gestation dans l'ombre, ne donne pas tes cartes, cultive le mystère, et souviens-toi, chaque mot que tu ne dis pas sur ton projet est une force que tu conserves pour l'achever. La 6e froideur stratégique, c'est de cesser d'attendre une reconnaissance intérieure de ceux qui vivent dans le déni. Tu veux qu'on voie ta valeur, qu'on reconnaisse ton changement, qu'on admette que tu as grandi, souffert, résisté. Tu espères secrètement qu'un jour, ceux qui t'ont méprisé ouvriront enfin les yeux. Mais tu ignores que certaines personnes ont besoin que tu restes petit dans leur esprit. Ta lumière dérange leur obscurité. Ta croissance confronte leur stagnation. Et pour se préserver, ils te réduisent. Ils effacent ton mérite, ignorent ton évolution, refusent d'ajuster leur regard. Tu crois qu'il te manque une validation. Mais ce qu'il te manque, c'est une rupture, une séparation mentale d'avec ceux qui te verront toujours à travers un prisme déformé. Tant que tu attends d'être reconnu par eux, tu restes lié à leur pouvoir symbolique. Et ce lien te diminue. La froideur stratégique, ici, c'est de briser ce lien intérieur, de ne plus rien attendre d'eux, même en silence, d'assumer pleinement que certaines personnes ne te verront jamais tel que tu es devenu, et que c'est leur limite, pas la tienne. Tant que tu cherches à leur prouver quelque chose, tu te maintiens dans l'ancien toi. Tu consens à rejouer un rôle dépassé. Sors du théâtre, ferme le rideau, avance. Le monde n'est pas obligé de t'applaudir. Il suffit que tu avances sans leur regard, sans leurs mots, sans leur validation. C'est là que ton pouvoir change de niveau. Parce que le jour où tu n'as plus besoin d'être vu, tu deviens invisible et redoutable. L'élite silencieuse se forme ici, dans l'absence totale d'attente. C'est cette absence qui te rend libre, froid, souverain. Et cette souveraineté intérieure crée une barrière que personne ne peut traverser sans ton autorisation. Elle est la marque ultime d'un esprit stratège. La 7e froideur stratégique, c'est d'accepter que la rupture soit une forme d'élévation. Tu t'es accroché trop souvent à des liens usés, à des amitiés devenues bancales, à des relations qui ne vivaient plus que par habitude ou par peur. Tu croyais qu'en insistant, en expliquant, en tenant bon, tu sauvais quelque chose. Mais en réalité, tu te retenais de naître à toi-même. Il y a des relations qui ne peuvent pas te suivre dans ta transformation. Parce que chaque pas que tu fais vers ta lucidité menace leur inertie. Ta vérité devient pour eux une agression silencieuse. Et tu ressens cela, mais tu refuses de couper. Tu veux rester aimable, compréhensif, disponible. Et c'est là que tu perds ton énergie vitale. La froideur stratégique, ici, c'est d'oser rompre non par colère, mais par élévation. De reconnaître que certaines connexions ne sont plus compatibles avec la personne que tu deviens. Ce n'est pas un rejet, c'est une séparation énergétique. C'est un écart entre ta fréquence et la leur. Et tant que tu refuses cette rupture, tu bloques ton ascension. Tu restes tiré vers le bas par des liens invisibles. Tu n'es pas cruel en coupant, tu es lucide. Et cette lucidité est nécessaire si tu veux entrer dans une nouvelle dimension de toi-même. Les grandes métamorphoses exigent des pertes. Et ces pertes ne sont pas des échecs. Elles sont des sacrifices silencieux, des décisions qui n'ont pas besoin de cris ni de haine.
juste d'un mouvement intérieur froid, calme, irrévocable. Tu coupes, tu t'élèves, tu continues. Et dans ce silence, tu retrouves la paix. Celle qui ne dépend plus d'un lien, d'une personne, d'un regard. Tu n'attends plus qu'on te suive. Tu marches. Et cette marche fait de toi un être rare. Quelqu'un qui ne mendie plus l'amour, mais qui construit sa solitude comme une citadelle. Tu crois savoir qui tu es. Mais en réalité, tu obéis à plusieurs voix contradictoires en toi. L'ego veut briller, l'âme veut fuir. Tu veux comprendre les autres, alors que tu ne t'es jamais réellement affronté toi-même. Cette dissonance intérieure est ta faiblesse cachée. Et tant qu'elle règne, tu restes vulnérable, exposé, manipulable. Il est temps de regarder cette fracture en face. La première dissonance de l'ego, c'est vouloir être respecté sans oser imposer de frontières. Tu exiges la considération, tu réclames la reconnaissance, tu souffres de ne pas être vu à ta juste valeur. Mais au fond, tu n'as jamais établi de ligne claire entre ce que tu tolères et ce que tu refuses. Tu laisses les autres entrer, commenter, juger, redéfinir ton rôle, et ensuite tu t'étonnes de ne plus être maître chez toi. L'ego te pousse à vouloir exister dans le regard des autres, mais il te trahit dès que tu n'oses pas les confronter. Car la frontière n'est pas qu'un acte extérieur, c'est une déclaration intérieure. Tant que tu cherches à être respecté sans provoquer l'inconfort de dire non, tu restes un esclave poli. Tu veux la paix sans conflit, l'affirmation sans tension, l'autorité sans la morsure du rejet. C'est là que la dissonance naît. Une partie de toi crie « J'existe », pendant qu'une autre s'excuse d'occuper de la place. Et ce tiraillement t'affaiblit. Il brouille ton message. Il t'expose aux manipulateurs qui lisent ce flou comme une invitation. Tu veux que les autres devinent où sont tes limites? Ils ne le feront jamais. Tu veux qu'ils te traitent avec soin? Ils n'en ont pas besoin tant que tu ne l'exiges pas. Et exiger, ce n'est pas supplier. C'est marquer un territoire mental. C'est accepter de déranger. Tant que tu veux être aimé sans risquer l'exclusion, tu es encore dans la cage. La véritable liberté intérieure commence le jour où tu assumes que ton respect ne se négocie pas. Il se déclare. Et cette déclaration ne sera pas toujours bien reçue, mais elle sera entendue, car l'ego qui s'aligne cesse de quémander et commence à commander. Et dans ce basculement, tu redeviens un être souverain. La deuxième dissonance de l'ego, c'est vouloir tout comprendre sans jamais accepter d'être contredit. Tu te crois ouvert. Tu lis, tu observes, tu analyses, tu veux percer les mécanismes des autres, décoder leurs motivations, comprendre leurs blessures. Tu dis que tu veux apprendre, mais au fond, tu veux surtout confirmer ce que tu crois déjà. Tu veux que le monde valide ta lecture du monde. Et dès qu'un point de vue te dérange, ton esprit se referme. L'ego ne supporte pas la remise en cause. Il veut avoir raison, même au prix de l'illusion. Tu appelles ça lucidité, mais c'est souvent rigidité. Tu confonds compréhension et contrôle. Tu veux comprendre pour ne plus jamais être surpris, pour garder une forme de supériorité, pour éviter le vertige de l'inconnu. Et cette posture te coupe du réel, car comprendre suppose de se laisser déranger. D'accepter que ton point de vue puisse être insuffisant, incomplet, voire faux. Mais l'ego préfère la cohérence à la vérité. Il veut une vision qui le renforce, pas qui l'humilie. Alors tu continues de chercher, mais toujours dans les zones qui te rassurent. Tu refuses les contradictions profondes. Tu évites les confrontations qui pourraient te dépouiller. Et tu t'enfermes dans une cage dorée de savoir apparent. La dissonance se creuse. Tu te crois lucide, mais tu refuses d'être transformé. Tu te dis ouvert, mais tu choisis ce qui t'arrange. La véritable intelligence n'est pas d'avoir toujours raison, c'est de pouvoir changer d'angle sans perdre ton axe. De pouvoir entendre ce qui brise ton confort sans que ton identité s'effondre. Cette dissonance de l'ego est une faille que les plus subtils sauront utiliser contre toi. Tant que tu ne sais pas lâcher une idée fausse, tu restes vulnérable à ceux qui te laisseront y croire. Et le jour où tu oseras t'exposer à l'inconfort du vrai, tu découvriras un pouvoir plus grand que la certitude, la souplesse intérieure. La troisième dissonance de l'ego, c'est vouloir inspirer les autres tout en fuyant sa propre solitude. Tu veux être un exemple, une lumière, un guide.
Tu veux montrer le chemin, porter des valeurs, influencer positivement. Mais dans le silence de ta chambre, tu trembles. Tu cherches des présences, des messages, des réponses. Tu ne supportes pas d'être seul trop longtemps. Et cette peur te trahit. Car on ne peut guider que depuis un centre solide. L'ego veut l'admiration, mais refuse l'isolement qu'elle implique. Tu veux être visible, mais tu n'as jamais accepté le prix du recul. Tu veux parler fort, mais tu ne supportes pas le vide qui suit. C'est une dissonance profonde. Tu crois que ton impact dépend de ce que tu donnes, mais il dépend d'abord de ce que tu contiens. Et ce que tu contiens, c'est ce que tu as appris à traverser seul. Machiavel l'avait compris. L'homme fort ne se construit pas dans l'ovation, mais dans la retraite. C'est dans la solitude que naît la verticalité. Mais tant que tu fuis cette solitude, tu construis ton autorité sur du sable. Tu cherches l'inspiration dans les échos, pas dans le silence. Tu veux toucher les autres sans jamais t'être confronté à toi-même. Et ça se sent. Ce que tu dis devient mécanique. Ce que tu partages manque de feu. Et les autres, même inconsciemment, le perçoivent. La dissonance s'installe. Tu veux porter, mais tu es encore trop porté. Tu veux guider, mais tu ne tiens pas seul. Tu veux inspirer, mais tu es encore vide quand personne ne te regarde. Le basculement se produit le jour où tu choisis la solitude non comme un fardeau, mais comme un honneur. Le jour où tu arrêtes de combler le vide et que tu apprends à l'habiter. C'est là que ta voix commence à porter. Non pas parce qu'elle est forte, mais parce qu'elle vient de loin. La 4e dissonance de l'ego, c'est vouloir être unique tout en vivant pour l'approbation des autres. Tu dis que tu es différent, spécial, en dehors du système. Tu affirmes que tu penses autrement, que tu vois le monde à ta façon. Et pourtant, chaque geste que tu poses cherche un regard. Chaque décision que tu prends attend un écho. Tu veux briller sans déranger. Tu veux l'originalité sans la solitude. Tu veux sortir du lot, mais tu veux aussi être applaudi par ceux qui restent dedans. C'est impossible. L'ego veut l'exception, mais il a besoin du troupeau pour s'y comparer. Il veut la singularité, mais il la soumet au regard collectif. Tu n'es pas libre tant que tu n'as pas appris à être incompris, tant que tu as besoin d'expliquer ton originalité pour qu'elle soit acceptée, tu es encore enchaîné. Cette dissonance est subtile, mais elle bloque ton envol, car chaque fois que tu ajustes ton expression pour plaire, tu t'éloignes de ta source. Chaque fois que tu adaptes ton ton pour ne pas heurter, tu réduis ton intensité. Et tu le sens. Tu sens cette tension entre ton feu intérieur et la peur du rejet. Tu veux oser, mais tu veux plaire. Tu veux trancher, mais tu veux rester aimé. Alors tu t'arrondis, tu lisses, tu consens, et tu t'éteins. La véritable singularité n'est pas un acte esthétique, c'est un choix dangereux. Un isolement consenti, une radicalité muette. Tu ne seras jamais pleinement toi si tu attends qu'on te félicite pour cela. Le jour où tu cesses de demander l'approbation, tu deviens enfin audible, car ton message ne passe plus par la validation extérieure. Il entre directement dans les fissures de l'âme des autres, non pas pour séduire, mais pour secouer. La 5e dissonance de l'ego, c'est vouloir guérir sans lâcher l'histoire qui te définit. Tu dis que tu veux avancer, tourner la page, te libérer. Tu parles de pardon, de résilience, de transformation. Mais en toi, tu tiens encore les morceaux d'un récit blessé. Tu racontes encore ce qu'ils t'ont fait. Tu revis encore ce qu'ils n'ont pas compris. Tu répètes intérieurement les mêmes scènes, les mêmes injustices, les mêmes silences. L'ego veut la guérison, mais il refuse de mourir à l'histoire. Parce que cette histoire te donne une place, une identité, une légitimité à souffrir, à résister, à exister. Elle te permet de dire « Voilà pourquoi je suis comme ça ». Et tant que tu y tiens, tu ne guériras pas. Tu diras que tu avances, mais tu resteras ancré dans ce passé. Tu construiras ta liberté autour d'une douleur conservée. C'est une prison noble, mais une prison quand même. La dissonance vient du fait que tu veux une nouvelle vie, tout en gardant ton ancienne version comme preuve. Tu veux te transformer, mais tu veux que les autres sachent pourquoi tu es devenu ainsi. Tu veux le renouveau, mais tu veux qu'il soit compris. Et ça bloque.
La guérison n'est pas une reconnaissance, c'est une perte. C'est abandonner le droit d'en vouloir. C'est lâcher même ce que tu as mérité. L'ego ne veut pas lâcher. Il veut être remercié pour avoir tenu bon. Mais la vraie guérison commence là où tu n'as plus besoin que quelqu'un le sache. Là où tu poses ton ancienne histoire, non pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle n'a plus sa place. Et ce geste intérieur, silencieux, brutal, est le début d'une autorité neuve, celle qui ne vient plus du passé, mais de la clarté. Tu n'es plus ce qu'on t'a fait. Tu es ce que tu décides maintenant. La 6e dissonance de l'ego, c'est vouloir la paix tout en alimentant des conflits invisibles. Tu dis que tu veux la tranquillité, que tu détestes les tensions, que tu cherches la paix intérieure. Mais en silence, tu rumines, tu gardes les comptes, tu observes les gestes manqués, tu retiens les mots blessants, tu interprètes les silences comme des offenses. Tu ne cries pas, tu ne confrontes pas, mais tu construis en toi un théâtre de guerre froide. Tu veux la paix, mais tu nourris des micro-vengeances mentales. L'ego ne veut pas vraiment la paix. Il veut l'équilibre, mais à ses conditions. Il veut que les autres reconnaissent leur tort sans avoir à se battre. Il veut la justice sans affrontement. Et en attendant ce moment impossible, il alimente des feux souterrains. Tu vis avec des tensions que tu caches, des blessures que tu maquilles, des rancunes que tu sublimes. Et cela te consume, parce que cette dissonance intérieure produit une fatigue que rien n'apaise. Tu veux être en paix, mais tu refuses de dire ce que tu ressens. Tu veux éviter le conflit, mais tu le transportes en toi à chaque pas. La paix véritable n'est pas l'absence de bruit, c'est l'absence de tension interne. Et cette paix ne s'obtient pas sans perte. Tu devras oser dire, couper, avouer, confronter, poser des mots là où le silence t'étouffe. L'ego ne veut pas ça. Il veut rester digne. Il veut sauver la face. Mais tant que tu refuses d'entrer dans certains conflits, tu prolonges ta propre guerre intérieure. Tu fais semblant d'aller bien, mais tu saignes en dedans. Tu souris, mais tu t'éloignes. Tu donnes, mais tu retiens. Et tout cela t'affaiblit. La vraie paix commence le jour où tu décides de dire ce que tu n'as jamais dit, ou de renoncer à ce que tu n'as jamais reçu. Pas pour obtenir une réponse, mais pour te libérer. Et cette libération te rend froid, droit, aligné. Tu n'as plus besoin que ça s'arrange. Tu as juste besoin que ça cesse. Et c'est cette décision qui guérit, pas le pardon rêvé. La 7e dissonance de l'ego, c'est vouloir être compris tout en portant un masque permanent. Tu dis que personne ne te comprend. Tu répètes que les gens ne voient pas qui tu es vraiment, qu'ils se trompent sur toi, qu'ils ne saisissent pas la complexité de ton être. Et pourtant, tu ne montres jamais ton vrai visage. Tu contrôles ton image, tu choisis tes silences, tu ajustes tes réactions pour ne pas déplaire, tu adaptes ton discours selon la personne en face. Tu veux être vu, mais seulement à travers les filtres que tu as fabriqués. L'ego veut la compréhension, mais il veut la contrôler. Il rêve d'un monde qui devine ce qu'il cache. Tu veux qu'on ressente ta profondeur sans jamais oser la dire. Tu veux qu'on reconnaisse ta souffrance, ton intensité, ton intelligence, sans jamais les exposer vraiment. Tu appelles cela pudeur. Mais bien souvent, c'est stratégie de survie. Tu protèges des zones que tu ne veux pas livrer. Et c'est légitime. Mais alors pourquoi exiger d'être compris ? Tu ne peux pas vouloir la transparence de l'autre si tu restes opaque. Tu ne peux pas réclamer une lecture juste si tu changes constamment d'encre. Cette dissonance est fréquente chez les esprits sensibles, stratégiques, blessés. Tu veux la connexion sans exposition, la reconnaissance sans risque. Mais ce que tu offres est flou, donc ce que tu reçois le sera aussi. Le jour où tu cesses de te plaindre d'être incompris et que tu choisis soit d'ouvrir, soit de t'assumer en silence, la paix intérieure revient. Tu ne peux pas tout montrer à tout le monde, mais tu peux cesser d'attendre que les autres voient à travers ton armure. Tu peux porter ton masque, mais sans te mentir. Et dans cette lucidité, tu redeviens puissant. Tu n'es plus dans l'attente, tu es dans la conscience. Tu ne demandes plus d'être compris, tu choisis d'être vrai ou de rester silencieux. Mais tu ne triches plus avec toi-même. Il y a un moment où comprendre ne suffit plus. Il faut couper. Pas par vengeance, ni par colère, mais par lucidité.
L'éloignement lucide n'est pas une fuite, c'est une affirmation. C'est l'art de créer de la distance pour reconstruire son axe. Ce que tu vas découvrir ici, ce sont des gestes simples, concrets, mais radicaux. Des décisions silencieuses qui redonnent du poids à ta présence. Le premier geste d'éloignement lucide, c'est de choisir la disparition temporaire sans justification. Tu es trop visible, trop accessible, trop lisible. Et cette exposition constante use ton énergie et dilue ton pouvoir. L'erreur commune, c'est de croire que s'éloigner demande une explication. Non. L'autorité véritable commence par la capacité de se retirer sans rendre de compte. La disparition temporaire est un signal silencieux. Elle dit que tu ne te dois plus à personne, que ton temps ne se donne pas sur demande, que ta présence n'est pas automatique, et dans un monde où tout le monde s'explique, s'excuse, s'actualise en permanence, ta coupure devient un acte de domination. Ce geste ne signifie pas abandon ni rejet. Il signifie recentrage. Il brise les habitudes de dépendance, les attentes implicites, les dynamiques d'influence affective. Ceux qui avaient pris l'habitude de te lire, de te capter, de te vampiriser subtilement, ressentiront cette absence comme un froid. Et ce froid est volontaire. C'est une réinitialisation, une purification. Tu ne dois pas prévenir, tu ne dois pas rassurer. Tu dois t'effacer sans bruit pour revenir chargé d'une autre densité. Ce geste d'éloignement lucide interrompt le flot. Il rompt le flux de contrôle que les autres exercent sur toi par la constance de ton accessibilité. Il te rend insaisissable. Et cette insaisissabilité est ton pouvoir. Ne sous-estime jamais ce que provoque une absence non expliquée. Elle crée du respect, de l'inconfort, du questionnement. Et c'est dans ce vide que ton autorité renaît. Disparaître, ce n'est pas fuir. C'est s'extraire pour se recharger. C'est saboter les circuits invisibles de contrôle social. C'est rappeler que tu n'appartiens à personne. Tu réapparaîtras, oui, mais changé, recentré, refermé. Et ce que tu ne diras pas à ton retour aura plus de poids que tout ce que tu aurais pu justifier. Tu n'as pas à être constant pour être fiable. Tu dois être rare pour être respecté. Le deuxième geste d'éloignement lucide, c'est de supprimer volontairement ce qui nourrit les liens faibles. Tu maintiens dans ton cercle des connexions tièdes, ambiguës, sans profondeur. Des relations en suspens, des échanges inutiles, des dialogues qui ne mènent nulle part. Et tu le sais, mais tu les gardes. Parce que l'ego aime se sentir entouré, même par du vide. Pourtant, ces liens faibles sont des fuites d'énergie. Ils prennent sans donner. Ils distraient sans nourrir. Ils comblent une peur sans jamais construire une alliance réelle. L'éloignement lucide, ici, passe par un acte simple et radical. Couper l'alimentation. Supprimer les messages laissés en attente. Effacer les numéros devenus fantômes. Mettre fin à ces échanges sans direction. Tu n'as pas besoin de tout clôturer par une explication. Tu n'as pas à dramatiser ce que tu abandonnes. Tu dois simplement trancher. Parce que ton énergie mentale a une limite. Et que plus tu la disperses, plus tu te vides. Supprimer les liens faibles, c'est honorer les liens essentiels. C'est créer un vide stratégique dans lequel ta clarté peut revenir. Tu ne peux pas te concentrer, créer, évoluer, si ton esprit reste accroché à 20 fenêtres ouvertes. Fermer, ce n'est pas blesser, c'est affirmer. Et dans ce geste, tu réalises que le respect commence par le tri. Tant que tu laisses les relations mortes flotter autour de toi, tu empêches ton territoire de respirer. Tu veux de la profondeur? Alors tue la superficialité. Tu veux de la présence vraie? Alors élimine l'agitation creuse. Ce geste est simple, mais violent intérieurement, parce qu'il t'oblige à reconnaître que tu n'étais pas clair, que tu entretenais ces liens par faiblesse, par peur, par habitude. Mais aujourd'hui, tu choisis la densité, et la densité exige de l'espace. Supprime, ferme, ne préviens pas, tu n'as de compte à rendre qu'à ton axe. Le troisième geste d'éloignement lucide, c'est de créer un espace-temps où personne n'a accès à ton esprit. Tu vis en alerte permanente. Notifications, messages, sollicitations émotionnelles, charges mentales croisées. Tu crois que ton esprit t'appartient, mais tu l'as laissé ouvert à tout vent.
Chaque journée commence par des intrusions, des voix, des demandes, des réactions qui envahissent ton territoire mental. L'éloignement lucide commence ici, rétablir un sanctuaire psychique. C'est un moment dans la journée ou dans la semaine où tu deviens injoignable. Pas techniquement, mais symboliquement. Ce n'est pas un silence passif, c'est un verrouillage actif. Personne ne doit y entrer. Aucune pensée liée à autrui, aucun rappel émotionnel, aucun fil mental que tu n'as pas choisi. Ce geste est une déclaration de souveraineté. Tu n'es plus en transit, tu n'es plus disponible, tu es centré, et dans cet espace, tu retrouves la vision. Tu entends de nouveau ta voix intérieure, tu reconnectes ton intuition profonde. La plupart des gens ne se retrouvent jamais, parce qu'ils ne s'éloignent jamais vraiment. Ils quittent les lieux, mais pas les liens. Ils s'isolent physiquement, mais leur esprit reste captif. Toi, tu fais l'inverse. Tu restes dans le monde, mais tu crées une zone inviolable. Tu interdis l'invasion invisible, et tu redeviens opaque. Ce geste change tout. Il ne te rend pas moins aimant, il te rend plus dense. Ceux qui te veulent devront désormais traverser le silence. Et dans ce silence, beaucoup abandonneront. Tant mieux, car seul ce qui mérite ton accès saura attendre. Ce geste d'éloignement n'est pas un rejet, c'est un retour à l'intérieur, là où l'autorité véritable reprend forme. Le 4e geste d'éloignement lucide, c'est d'arrêter de réagir. Tu crois que répondre, c'est affirmer, que corriger, c'est imposer, que défendre ta position, c'est prouver ton existence. Mais la vérité, c'est que tu te perds à chaque fois que tu réagis sous pression. Tu donnes ton énergie à une dynamique qui n'est pas la tienne. Tu laisses l'autre dicter le rythme, fixer les termes, définir le terrain. Et ton ego, sous prétexte de fierté, se laisse piéger. L'éloignement lucide ici, c'est l'art de ne pas réagir. Pas par lâcheté, mais par ascension. Tu vois? Tu comprends. Mais tu ne bouges pas. Tu retiens ta réponse. Tu retires ton feu. Et dans cette retenue, tu récupères ta position. Car plus tu réagis, plus tu révèles. Et plus tu te tais, plus tu deviens énigmatique. Ce geste demande une discipline froide. Car l'ego veut répliquer, expliquer, trancher. Mais le stratège sait que certains silences écrasent plus qu'un discours. Tu ne dois pas répondre à chaque provocation. Tu ne dois pas corriger chaque perception. Tu dois laisser parler, laisser projeter, laisser s'épuiser. Et dans ce vide, tu observes. Tu reprends l'avantage. Celui qui ne réagit pas choisit. Il ne subit plus le tempo des autres. Il fixe le sien. Et ce rythme nouveau crée une distance que personne ne peut franchir sans ton autorisation. Tu ne fuis pas. Tu reprends la main. Ce geste d'éloignement est un gel, un froid stratégique. Et ce froid libère l'esprit, car il t'extrait du théâtre émotionnel. Tu ne joues plus. Tu règnes. Le 5e geste d'éloignement lucide, c'est de réorganiser ton environnement selon ta vérité actuelle. Tu évolues, mais tu vis encore dans les décors de ton ancienne version. Objets, routines, habitudes, sons, personnes même, tout cela te rappelle inconsciemment ce que tu étais, et cela freine ton ancrage dans ce que tu deviens. L'éloignement lucide, ici, est spatial. C'est une réécriture de ton territoire. Ce geste est silencieux, mais radical. Tu nettoies, tu retires, tu déplaces, tu jettes, tu choisis. Chaque objet, chaque contact, chaque habitude devient une question. Est-ce que cela m'aligne ou me dilue? Et tu réponds par l'action. Ce n'est pas une lubie d'ordre. C'est un rituel d'ancrage. Tu retires les éléments anciens pour créer de la place à ta nouvelle version. Tu changes le décor pour affirmer le basculement. Tu réorganises ton lieu de vie, ton téléphone, ton agenda, tes priorités. Et dans ce mouvement, ton esprit comprend que tu ne fais pas semblant. Tu incarnes ton éloignement. Tu ne t'absentes pas seulement des autres, tu les retires aussi de ton espace symbolique. Ce geste peut paraître banal, mais il est redoutable, car il te détache de l'influence passive. Il brise les ancres invisibles. Il dit « Je ne suis plus là ». Et ce « là », ce n'est pas un lieu physique. C'est un ancien toi. Celui que tu quittes sans bruit, mais avec exactitude. Le 6e geste d'éloignement lucide, c'est de refuser l'accès à ton récit intérieur. Tu parles trop. Tu expliques ce que tu vis,
Ce que tu ressens, ce que tu traverses, à des gens qui n'ont ni la structure pour l'entendre, ni l'intention de t'élever. Tu ouvres ton intimité comme un livre, en espérant être compris, soutenu, reconnu. Mais tu oublies une loi. Plus tu livres ton récit à ceux qui ne t'ont pas mérité, plus tu en diminues la force. L'éloignement ici n'est pas physique, il est narratif. Tu retires aux autres l'accès à ton histoire. Tu ne la livres plus. Tu la protèges. Ce que tu vis, tu le portes sans bruit. Ce que tu prépares, tu le gardes dans ton feu. Ce que tu dépasses, tu le transmutes dans l'ombre. Car chaque mot livré sans discernement devient un pont vers ton pouvoir. Et ce pouvoir, une fois traversé par les mauvaises oreilles, perd sa densité. Ce geste est difficile, car l'ego aime raconter. Il veut montrer qu'il avance. Il veut justifier ses silences, expliquer ses choix, partager ses blessures. Mais le stratège, lui, garde sa bouche fermée. Il sait que le silence sur son processus le protège. Il comprend que la transformation véritable ne se prouve pas. Elle s'impose par le changement d'atmosphère qu'il dégage. Tu n'as pas besoin de raconter ton désert pour qu'on comprenne ta lumière. Tu n'as pas à relater tes guerres pour mériter ta paix. Le secret, c'est ce qui alimente ton feu sans l'exposer. Et ce feu, tu dois le conserver, l'élever, le raffiner. Le monde n'a pas besoin de savoir. Et toi, tu n'as pas besoin d'être lu pour exister. Ce geste d'éloignement est une clôture mentale. Tu redeviens un territoire sans carte. Et dans ce territoire, tu redeviens roi. Le 7e geste d'éloignement lucide, c'est d'ignorer les rappels émotionnels déguisés en nostalgie. Tu avances, mais parfois ton esprit retourne en arrière. Un message ancien, un souvenir surgit, une voix intérieure murmure un prénom, une image, une sensation familière. Et sans t'en rendre compte, tu rouvres des portes que tu avais fermées. Tu revisites des liens que tu avais coupés. Tu laisses la nostalgie te parler comme une amie. Mais ce n'est pas une amie, c'est un piège. Un rappel émotionnel n'est pas une vérité. C'est une vibration restée en suspens. Ce que tu ressens n'est pas un appel, c'est une habitude. Et si tu réponds à cette habitude, tu la réactives. Tu redonnes vie à ce qui devait mourir. L'éloignement lucide ici, c'est de voir ces retours comme des tests. Tu n'as rien à rouvrir, rien à expliquer, rien à ressentir à nouveau. Tu as déjà traversé, tu as déjà décidé. Le passé revient parfois sous forme douce, mais sa douceur est toxique. Elle caresse ton ego pour mieux t'endormir. Tu te dis, juste un message, juste une pensée, juste un souvenir. Mais il n'y a jamais de « juste ». Chaque retour mental rouvre une faille, et chaque faille affaiblit ta trajectoire. Tu dois ignorer avec violence. Tu dois refuser intérieurement ce que personne ne t'impose extérieurement. Ce geste est froid, mais juste. Il dit « Je n'ai pas oublié, mais j'ai choisi de ne plus y penser ». Il ne nie pas, il clôture, il ne fuit pas, il verrouille. Et ce verrou est sacré. Car derrière chaque nostalgie non contrôlée se cache une manipulation de l'ego, une tentative de revenir à une version de toi que tu as déjà dépassée. Ne reviens pas, ne réponds pas, ne rêve pas. Reste ici, maintenant, aligné, et que ton silence soit la plus haute fidélité à ton évolution. Tu pensais que comprendre les autres te rendrait plus libre. Tu croyais que deviner leurs blessures, analyser leur silence, anticiper leurs réactions était un signe de lucidité. Mais tu viens de voir l'inverse. Cette obsession t'a vidé, elle t'a exposé à la confusion, au surmenage émotionnel, à la perte de ton axe. Ce que tu appelais lucidité était souvent un réflexe d'hypervigilance. Ce que tu appelais bienveillance cachait un manque de structure. Tu voulais t'approcher des autres, mais tu t'es éloigné de toi-même. Aujourd'hui, quelque chose bascule. Tu sens un calme froid s'installer. Ce n'est pas du mépris, ce n'est pas une fuite. C'est un éloignement lucide. Tu cesses de chercher à tout comprendre. Tu cesses d'absorber. Tu redeviens un territoire. Tu deviens une frontière. Machiavel aurait dit « Celui qui veut gouverner sa vie doit rester imperméable à la pression émotionnelle des autres. Il doit fixer ses règles. Il doit maîtriser son silence. Et toi, tu refermes les portes. Tu ne réagis plus. Tu ne t'expliques plus. Tu n'attends plus. Et dans ce retrait,
tu touches une force nouvelle, un calme tranchant. Tu redeviens l'auteur de ta trajectoire. Tu n'as plus besoin d'être compris. Tu choisis, tu sculptes, tu avances. Car la vraie liberté, ce n'est pas de tout comprendre. C'est de ne plus dépendre de ce que les autres pensent ou ressentent pour marcher.